Espace TV. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Vous êtes au 19h45. Merci d'être des nôtres et bienvenue au sommaire de cette édition. Début de l'exécution des décisions de justice sur ordre du procureur général près la cour d'appel de Conakry. Une annonce faite ce lundi par Charles Wright et par la même occasion, une information judiciaire a été ouverte contre 2 Libanais pour les faits présumés de financement du terrorisme. Et puis le cas des PA fait toujours objet de débats enlevés après les événements du 5 septembre. Les avis sur ces postes d'appui divergent chez les citoyens. Si certains sollicitent leur retour, d'autres par contre s'y opposent. Bonsoir à tous. Face à la presse, ce lundi, le procureur général près la cour d'appel de Conakry a annoncé le début de l'exécution des décisions de justice par les huissiers. Charles Wright a par la même occasion annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre 2 Libanais pour les faits présumés financement du terrorisme, mais aussi le transfert des dossiers de Paul Moussa Diawara et Bayo devant la CRIEF. Bernard Koundouno, Aboubakar Keke Bangora. Tout a commencé par une communication du président des huissiers de Guinée qui a énuméré quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. Maître Sori Daouda a par ailleurs souligné les avancées déjà enregistrées depuis le changement de régime. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry a annoncé le démarrage très prochain de l'exécution des décisions de justice à Conakry. À compter du mardi 8 mars 2022, les huissiers de justice vont procéder à l'exécution des décisions de justice dans le ressort de la cour d'appel de Conakry. Pour la réussite de cette opération, Charles Wright invite à une mobilisation. Il tient à rappeler cependant le rôle d'un huissier aux populations. Il rappelle que la mission d'exécution est dévolue à l'huissier de justice et que toute opposition, résistance avec violence dans l'exercice de ses fonctions constitue des faits de rébellion et d'outrage prévus et punis. Dans le deuxième volet de cette communication, il a évoqué des faits présumés de financement terroriste de 2 étrangers d'origine libanaise sous l'alerte de l'ambassade des États-Unis. Les faits présumés de financement du terrorisme reprochés aux nommés Ibrahim Taher et Ali Saad, tous des hommes d'affaires d'origine libanaise résidant en République de Guinée. Il poursuit sa communication par les menaces de mort que le procureur spécial près de la CRIEF a reçues. Comment ces véhicules ont pu atterrir au domicile? À partir de quoi ces menaces ont commencé? Cette question est réservée aux enquêteurs et le parquet aura un regard de surveillance par rapport à cette question. Le parquet a également annoncé la transmission des dossiers de Paul Moussa Diawara et Issa Bayo devant la CRIEF. Le dossier désormais contre M. Paul Moussa Diawara et Issa Bayo vont être transférés dès aujourd'hui au niveau de la CRIEF pour jugement. Et c'est un compte-rendu de Bernard Koundouno, accusé d'être des principaux financiers du Hezbollah en Guinée. Les 2 opérateurs économiques libanais, Ali Saadi et Ibrahim Taher, nient tout lien avec ce mouvement politique libanais. Leur prise de parole est intervenue quelques jours après que le service de sécurité diplomatique des États-Unis ait fait une annonce de 10 millions de dollars pour toute information sur le financement du Hezbollah. Mamadou Saliouba et Lamine Guirassi. L'annonce est faite sur les réseaux sociaux. 10 millions de dollars de récompense contre toute information sur le financement du Hezbollah. Et pour faciliter la tâche à ceux qui veulent se prononcer, le Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain cite 2 opérateurs économiques libanais vivant en Guinée comme étant des principaux financiers du Hezbollah, un mouvement politique libanais qualifié de groupe terroriste par les États-Unis. Le premier opérateur économique, Ali Saadi, propriétaire de Sonit Pêche, très connu en Guinée.
Le Trésor américain l'accuse de financer le Hezbollah. Il l'accuse aussi d'avoir facilité le contact entre l'ancien gouvernement et Qassem Tajidim, un partisan désigné du Hezbollah. Des accusations rejetées par Ali Saadi. Je ne l'ai pas accompagné dans les négociations. Je n'ai pas assisté aux négociations. Je ne suis pas signataire. Je ne suis pas actionnaire de sa société. Je n'ai fait avec lui aucune opération commerciale, aucune opération financière. Les Américains disent que le Hezbollah est une organisation terroriste. Le Hezbollah dit à la télévision que lui, ils sont un mouvement de libération du territoire. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Non, je ne pense rien du tout. Le deuxième opérateur économique cité par le Trésor américain est Ibrahim Taher, un autre Libanais propriétaire des usines de Tol Tafagi et Grand Moulin de Conakry. Selon le Trésor américain, en 2020, Ibrahim Taher a voyagé de la Guinée vers le Liban sur un vol spécial avec une grosse somme d'argent. Il aurait soudoyé des douaniers guinéens et aurait affirmé que l'argent qu'il transportait était une aide contre la Covid-19 au Liban. Des accusations formulées par les États-Unis, réfutées par Ibrahim Taher. Je n'ai jamais utilisé un moyen illégal quelconque pour transférer des fonds à l'extérieur de la Guinée et je n'ai aucun lien avec un douanier quelconque ou une autre personne pour un but illégal et je défie quiconque de prouver le contraire. Je n'ai aucun lien avec aucun parti politique libanais de quelque façon que ce soit, encore moins avec le Hezbollah libanais. Les deux opérateurs économiques rejettent toutes les accusations. Leurs avocats sont déjà à pied d'œuvre pour défendre leur réputation et retirer leur nom de la liste de l'OFAC. C'est un reportage de Mamadou Saluba et Lamine Guirassi. Le conflit qui oppose les gestionnaires de la résidence 2000 et le patrimoine bâti. Les avocats sont largement revenus sur la genèse de l'acquisition du terrain et la réalisation des bâtiments. Le premier conflit au temps d'Alpha Condé. Les jugements ont été rendus en faveur de la résidence 2000. Aujourd'hui, l'État décide de remettre l'infrastructure dans ses portefeuilles. Mamadou Sadio Baldé a retenu quelques passages pour vous. Suivez. Les avocats décident de mettre à la place publique toute l'indignation et l'inquiétude du propriétaire de la résidence. Conté, dans sa mansuétude, a donné. Le professeur Alpha Condé est venu à toucher un peu à la propriété. Les nouveaux dirigeants de notre pays, les nouvelles autorités, ont estimé que ce bien appartient à notre pays, à l'État guinéen. Donc on le reprend. Mais on va rester dans ça. Maître Sékou Kondiano part d'un schéma pour décrire la démarche de l'État. Un comportement qui viole selon lui les termes de procédure. Vous venez chez quelqu'un, vous dites c'est moi qui vous ai vendu ce terrain. Maintenant, comme vous avez construit, je vous le reprends. Y compris le terrain que je vous ai vendu, que les constructions que vous avez faites. Il hausse le ton pour expliquer la différence entre l'expropriation et la spoliation. Dans l'une ou l'autre, la démarche est fauchée, dit-il. On parle de spoliation. Ce n'est plus une expropriation, parce qu'une expropriation est une procédure qui est décrite par le Code foncier et domanial. Quand la loi est mise de côté, c'est la puissance étatique qui s'abat sur les citoyens. Une attitude qui décourage les investisseurs, déclare l'avocat. Nous le respectons, mais nous voulons qu'il agisse dans le cadre légal. L'État guinéen est fort, enchaîne-t-il. Malgré tout, les juridictions nationales et supranationales seront saisies. Ce combat-là ira très loin. On ne va même pas se limiter de la saisine des juridictions nationales. Nous irons juste que devant les juridictions internationales. Parce que ce qui se passe dépasse l'entendement. En attendant, les clients de la résidence sont perdus. Entre l'État et le propriétaire, à qui faut-il payer les factures? Autre fait de l'actualité, les concertations entre le Conseil national de la transition et les citoyens se poursuivent dans les différentes communes du pays. Des conseillers du CNT viennent de boucler 3 jours de concertation avec les différentes couches socio-professionnelles de la commune de Dixine. L'objectif, il est le même partout, échanger autour des questions pouvant favoriser et garantir une transition inclusive et apaisée. Ali Badara Kamara, Abdoulaye Kamara ont suivi les émissaires durant ces 3 jours. Rencontrer et recueillir les préoccupations des citoyens dans les différentes communes du pays, c'est la principale mission du Conseil national de la transition.
L'idée est de formuler les recommandations des populations devant guider la transition en Guinée. L'objectif qui nous amène aujourd'hui au niveau de la commune de Dixine, c'est de rencontrer les citoyens à la base afin de recueillir leurs préoccupations, leurs avis et leurs recommandations, nous permettant de travailler sur des éléments solides, surtout cette fois-ci, prendre en compte la préoccupation de l'ensemble des citoyens du pays. Dans les concertations, des questions comme l'organisation des élections et la durée de la transition ont été abordées. Ce qu'on a demandé, c'était en écrit. Et on l'a dit maintenant de passer par la voie individuelle. Je pense que ce qu'on a demandé est très important. D'abord, nous voudrons qu'on nous parle de la durabilité du mandat du président. Et selon ça, comment on doit organiser maintenant les élections et comment on doit faire face à des autres personnes vulnérables dans le quartier. Et sur ce, on a donné certaines idées. Et je pense qu'ils ont pris dans leur rapport. Peut-être qu'ils vont amender auprès du CNT. Après l'étape du siège communal, où toutes les forces vives ont été entendues, les émissaires du CNT ont mis le cap sur la mosquée de Dixine. Ici, les sages et les chefs religieux ont été entendus. Les préoccupations qui ont été exprimées sont des préoccupations liées à la justice, à l'équité, à la recherche de la paix, au dialogue et à tout ce qui concerne les valeurs qui peuvent contribuer à une transition paisible et stable. Après l'étape des 5 communes de la capitale, les conseillers passeront dans les universités pour rencontrer et écouter les étudiants et les encadreurs. Autre fait de l'actualité, je vous l'annonçais, ils ont été enlevés quelques jours seulement après les événements du 5 septembre 2021. Il s'agit bien évidemment des postes d'appui appelés encore PA, installés par l'ancien régime sur la route Le Prince. Sur leur retrait et l'insécurité grandissante, les avis sont à date divers. Si certains apprécient leur disparition, d'autres souhaitent leur retour. Nos reporters Justin Leno et Yacouba Traoré les ont interrogés. Suivez. Nous sommes sur la route Le Prince où des postes d'appui, communément appelés PA, ne sont plus visibles. Sous Alpha Condé, la route Le Prince les avait connus pour des raisons avancées par l'ancien régime, comme lutter contre l'insécurité, mais surtout des manifestations. Seykouba, jeune citoyen de l'Axe, souhaite leur réinstallation. Dès qu'on a levé le PA sur l'Axe de Prince ici, vraiment, je n'ai pas aimé. C'était pour sécuriser l'Axe de Prince, parce qu'il y avait du banditisme ici. À chaque fois, on vole, on brigade des gens. On barre même la route 2 fois pour empêcher les gens de partir. Des PA sont-ils aujourd'hui remplacés par des pick-up de la police et de la gendarmerie postés sur les grands carrefours de la route Le Prince? Mamadou Seydou Diallo, citoyen de la cité Anko 5, n'y trouve aucun intérêt. Ça ne sert à rien d'installer les PA ou les pick-up, chercher à intimider cette jeunesse. Il faut procéder à la sensibilisation, conscientiser la jeunesse que ce pays-là, non seulement c'est pour eux, et que le pays même a besoin d'eux. Le jeune homme va jusqu'à dire que ces pick-up reflètent l'image d'un pays en invasion, prêt à se défendre contre l'ennemi. Pour un étranger, l'étranger va se dire que réellement le pays n'est pas stable. Mamadou Seydou Diallo ne se limite pas là. Comme lui, beaucoup d'autres citoyens souhaitent que des agents postés quittent les lieux et que des sensibilisations sur la préservation de la quiétude sociale prennent le devant. De Justin Leno, quelques mois après le début des travaux de construction de l'échangeur kilomètre 36 dans la préfecture de Koya, les riverains se plaignent de la poussière qui se dégage. Ils invitent l'entreprise chargée des travaux à arroser la zone pour éviter des problèmes de santé aux riverains. Rosaline Gotomonimou, Ibrahima Sori, 5 Souma. Nous sommes au kilomètre 36, tout juste au Grand Carrefour, où les travaux de construction de l'échangeur se poursuivent. Ici, les riverains cohabitent avec la poussière qui se dégage à la suite du passage des engins roulants. Pour se mettre à l'abri des maladies qui pourraient découler de l'inhalation de cette poussière, certains préfèrent utiliser des bavettes. S'il n'y a pas les baguettes, on ne peut pas respirer même sur la route. Donc je voudrais que l'État va nous aider au moins. Définissez les travaux, la vite. Tu as vu les gens, tout le monde portait les babettes. En transit ici, on porte à quoi de la poussière? De la poussière qui se dépose partout.
les toits de maisons et boutiques. Même sur les parasols, se trouvant au bord de la route, les traces de la poussière sont visibles. Le responsable de l'entreprise en charge des travaux, hors micro, nous a fait savoir que la zone est arrosée 2 fois par jour, ce que les riverains trouvent insuffisant. S'il y a la possibilité de mettre de l'eau chaque jour, chaque fois, pourvu que la poussière ne doit pas fatiguer la population tellement. C'est là où nous sommes comme ça, nous sommes fatigués. Il y a beaucoup de choses à l'heure là, donc les deux fois, ça ne peut pas suffire les gens. Si c'est 3 fois, 4 fois, ça peut suffire. Puis moi, je connais une entreprise à Sangaré jusqu'à Société WAP là, et met la journée jusqu'à 4 fois, 5 fois. Du côté de l'entreprise, nous avons obtenu très peu d'informations. Le chef de chantier et l'ensemble des travailleurs auraient reçu l'ordre de ne pas communiquer avec la presse privée. Nous n'avons donc pas pu obtenir des informations sur la durée des travaux. Mois de mars, mois de la femme. En marge des festivités, le Féminia 2022 décerne plusieurs prix aux femmes pour leur dynamisme dans leur secteur d'activité. C'est une initiative de la structure Guinée avec l'actualité suivie. Elles viennent de divers domaines, les femmes les plus dynamiques de la Guinée et de l'Afrique. C'est la structure Guinée Entrepreneur, à travers le Salon de l'entrepreneuriat féminin, qui porte le projet. Une démarche saluée, mais les femmes sont invitées à plus d'abnégation. Je sais que son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, dans son programme de refondation de l'État, accorde un rôle prépondérant aux femmes pour qu'elles prennent leur destin en main et contribuent comme elles savent si bien le faire au progrès socio-économique de notre cher pays, la Guinée. C'est pourquoi j'encourage toutes ces braves femmes nominées, partout où elles se trouvent, à s'inscrire dans cette dynamique de renouveau pour accompagner le CNRD et son président dans cette phase exaltante de l'histoire de notre nation. D'abord, une journée d'échange le samedi 5 mars, ensuite une soirée gala au cours de laquelle 100 femmes ont été récompensées pour leur dynamisme. Il s'agit des femmes politiques, des journalistes, des activistes, des entrepreneurs et bien d'autres. À l'occasion du 8 mars, chaque année, je le répète, que c'est une occasion pour nous justement de poser le diagnostic, de poser des constats sur les avancées positives par rapport à notre autonomisation, par rapport à nos droits, par rapport à plein d'autres choses qui concernent la cause des femmes. Au sein du groupe Adafo Média, ce sont 2 journalistes qui ont ce prix. Moussa Yeroba, rédactrice en chef de la radio Espace et présidente de l'ONG Femmes et Développement Humain en Guinée. Présente à la cérémonie de remise, l'autre récipiendaire, Mafoudia Bangoura, se réjouit du prix. La rédactrice en chef d'Espace TV invite les femmes à exister dans le débat public. J'ai eu ce prix au même titre que ma consoeur Moussa Yoruba du groupe Adafo Média. Nous sommes très ravis de figurer sur cette liste. Moi, je dédierai ce prix à ma mère et à ma grande sœur Salematou. En tant que journaliste, je veux profiter de ce micro pour inviter les femmes à venir dans les médias, à participer au débat. À noter que ce salon de l'entrepreneuriat a démarré avec des panels sur plusieurs thématiques. Panels au cours desquels les femmes ont été invitées à s'investir pour leur autonomisation. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain point avec l'actualité à 22h avec Philomène Bangora. Prenez soin de vous et très bonne soirée sur Espace TV.